bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de cet événement. Merci Madame la Présidente des séances pour votre compte rendu assez fidèle. Je vais essayer pour ma part de poser plutôt un regard communicationnel sur l'objet lieu de mémoire de l'esclavage et de la traite négrière. Depuis hier, on observe, et ça c'est généralement le cas dans beaucoup de travaux, qu'on pose sur l'objet lieu de mémoire de l'esclavage et de la traite négrière un regard historique, saisissant le lieu donc comme un être historique, témoin d'un passé, en l'occurrence donc un passé tragique. Également aussi, saisit le lieu-objet comme un être politique qui rend compte d'un gouvernement déshumanisé du monde, un gouvernement déshumanisé des sociétés, régi par le commandement des corps. Et pour reprendre. On saisit aussi souvent le lieu-objet comme un être anthropologique, des situations, des manières de vivre, de faire d'une communauté qui aurait disparu avec l'histoire. Donc je prends un peu le risque ici de poser moi plutôt un regard communicationnel. Et c'est quoi un regard communicationnel? C'est saisir le lieu-objet de la traite négrière comme un être de discours, un être communicant. Poser ce type de regard, c'est essayer de saisir le lieu témoin de l'esclavage et de la traite négrière comme un lieu entrant dans un processus communicationnel qui va de la découverte du lieu, sa nomination, sa qualification, la production de la biographie sociale du lieu, jusqu'à la publicisation, médiatisation. C'est-à-dire, nous en communication, on pense que on n'est jamais l'auteur de son texte, on est toujours co-auteur de son texte. Parce que produire un discours, c'est d'abord tenir compte de celui qui va recevoir le discours. Donc on coproduit le discours avec l'auditoire. Dans une classe d'enfants, on produit le discours en tenant compte du public qui est un public d'enfants. Donc c'est, de notre point de vue en tant que communicologue et communicologue politiste, on n'est jamais l'auteur de son discours. Et donc dans le cadre du patrimoine, patrimonialiser du point de vue communicationnel, c'est tenir compte éventuellement d'un public de touristes qui viendra dans 20 ans. C'est tenir compte d'un public d'Afro-Américains qui partira des Amériques pour le Cameroun, pour la découverte justement de ces lieux qui est témoin de leur histoire, de leur passé. Et donc, dans ces processus communicationnels qui intègrent donc un long cheminement qui inclut une dimension techno-médiatique, une dimension des dispositifs médiatiques, sémiotiques, rhétoriques, textuels, numériques, communication au sens large du terme. C'est prendre en compte un ensemble d'éléments qui interviennent dans le processus de patrimonialisation. Et cette dimension officielle, formelle, institutionnelle, au Cameroun, dans le cadre du terrain que j'ai pu faire, rentre en concurrence avec une autre forme de patrimonialisation qui, elle, est informelle, non institutionnelle, parallèle, périphérique. Et la notion de marge ici est plus intéressante que la notion de périphérie parce qu'il n'est pas question ici de périphérie géographique, mais plutôt d'approche de patrimonialisation et de médiation qui met en scène des acteurs non reconnus par l'État, c'est-à-dire les habitants du village qui se revendiquent d'une certaine légitimité à témoigner de l'histoire qui se joue. Et cette légitimité viendrait du fait qu'ils sont nés, et c'est ce qu'un médiateur informel me disait, j'ai écouté cette histoire dans le ventre de ma mère. J'ai entendu ma mère raconter ça à mes frères, à mes soeurs, etc. Donc, je ne vois pas en quoi le ministère de la Culture peut m'interdire de faire de la médiation sur le site de Bimbia. Je me revendique de ce lieu. Et cette médiation parallèle, marginale, et c'est en là que la notion de marge m'intéresse, parce que la notion de marge donne ici à voir une marge de manœuvre pour des gens non reconnus, alors que la périphérie subit complètement le centre, géographiquement parlant. Donc, avec la notion de marge, on voit la possibilité pour les habitants de, malgré tout, réussir à avoir la possibilité de rentrer en contact avec les touristes qui arrivent et donc à faire un travail de médiation. Il est donc question ici d'observer deux formes parallèles ou concurrentielles qui donnent à voir d'une part, du point de vue institutionnel,
une patrimonialisation occidentalisée, avec une patrimonialisation qui se revendique d'une forme de décolonisation, j'y arrive, et donc plus inclusive, plus communautaire, et qui reconnaît la nécessité de prendre en compte les habitants de l'espace ou des espaces périphériques. Donc, pour répondre, et je finis par là, à votre question sur la réticence, je ne pense pas qu'il est question ici, enfin, vous ne m'avez peut-être pas bien compris, je ne suis pas réticent par rapport à l'initiative parallèle qui est faite. Il est donc question pour moi, de mon point de vue, d'articuler les deux approches, de faire naître de cette articulation, de cette combinaison, quelque chose de neuf qui pourrait prendre en compte les formes institutionnelles qu'on coalise avec les formes périphériques pour donner naissance à un patrimoine un peu plus africanisé, un peu plus camerounisé. Merci. Merci, c'est parce que vous parliez de risque. Donc, Samson Mengolobel. Okay. Merci, Madame la modératrice. Je dois dire que, après avoir écouté les derniers intervenants, je me demande bien si ça vaut la peine de délivrer mon propos, parce que non seulement il peut compléter un certain nombre de choses que j'ai écoutées ici, mais il s'inscrit également en désaccord avec, par exemple, la position de l'objet d'art comme document. Parce que justement, je m'appuie sur le monument, le mémorial de Bangou et le site de Bimbia comme des instruments de communication qui, dans ma compréhension des choses, commémore l'oubli. Donc, je voudrais donc partir de la notion de l'oubli avant de répondre à votre préoccupation expliquant la substitution à la mémoire coloniale de Bimbia, pour dire que j'emprunte le concept de l'oubli ici à Siasia Gaetano, qui a travaillé, qui est un anthropologue français qui a travaillé dans le contexte du Bénin méridional et qui définit l'oubli comme le résultat des rapports de force entre des acteurs mis ensemble pour refonder une relation, pour refonder le présent. Et dans le cas du Cameroun, vous avez d'une part l'élite intellectuelle, l'élite traditionnelle et l'élite étatique, et d'autre part les Afro-Américains. Donc il s'agit donc de reconstruire la relation entre les Afro-Américains qui depuis les années 1904, les années 2000 sont en train de retourner au Cameroun pour rechercher leurs racines. Donc, je me suis appuyé sur deux cas d'études. Je me suis appuyé sur deux cas d'études, notamment le site de Bimbia sur lequel mon co-panéliste a travaillé, et sur le mémorial de Bangou, un monument constitué, je crois, de 4 ou 5 structures, qui, de mon point de vue, s'inscrit en décalage. Donc, les motifs et les formes s'inscrivent en décalage du récit, du savoir qui est construit autour. Donc, de mon point de vue, je fais de ce monument totalement un document. Et je m'inscris ainsi dans la continuité de... je vous en parlais hier de l'anthropologue camerounais qui est décédé, Jean-Paul Notué, pour qui l'art à l'ouest Cameroun est un art message. Tous les éléments artistiques que l'on peut identifier de ce côté traduisent un message en rapport avec son environnement sociopolitique, culturel et cosmogonique. Donc, les deux cas d'études, je voudrais partir du premier. Là, c'est pour répondre à la question de la modératrice qui m'a demandé ce que j'entendais par la substitution à la mémoire coloniale à Bimbia. Il se trouve effectivement que j'utilise cette substitution à la mémoire coloniale à Bimbia comme un élément qui participe de la construction de l'oubli, en ce sens que la mise en patrimoine du site de Bimbia, de mon point de vue, a du mal à mettre en évidence la valeur patrimoniale du site. Jusqu'à ce jour, et
l'un des intellectuels les plus brillants camerounais en matière d'histoire de l'esclavage, Amadou Sewoki Assila, ne me démentira pas. Jusqu'à ce jour, le site de Bimbia n'a pas fait l'objet d'études scientifiques qui peuvent permettre d'authentifier sa relation à l'esclavage ou à la traite. Pour le peu d'études que moi j'ai menées sur le site, il se trouve effectivement que les vestiges qui s'y trouvent sont totalement en lien avec l'héritage colonial allemand, les Allemands s'étant implantés dans la région à partir du 19e siècle et ayant entretenu l'agriculture. Donc les reliques que j'ai trouvées sur le site et ceux que je trouve dans la ville voisine de Boya montrent des similitudes morphologiques et stylistiques qui m'amènent à confirmer l'idée que le site de Bimbia, en l'état actuel des données, est un site en rapport avec la colonisation allemande. Sur cette base, je me suis interrogé, je me suis demandé, mais avec des brillants intellectuels comme Jules Sinan, Amadou Seou et tous les autres, comment ça se fait le Cameroun est en train d'inscrire sur le patrimoine, sur la liste de son patrimoine culturel, un site qui n'a rien à voir avec l'esclavage sur la base des études scientifiques qui existent. Donc, mon interprétation, j'ai rapidement fait le lien avec l'idée d'effacer un passé conflictuel que l'État du Cameroun entretiendrait avec le passé de l'esclavage parce qu'il est quand même démontré sur la base d'un certain nombre de travaux, et je pense qu'Amadou Seou également en parle, que le pouvoir colonial et post-colonial camerounais aurait contribué à maintenir les pratiques esclavagistes. Déjà, le pouvoir colonial, pour pouvoir mettre en place son commandement, il a dû accepter un certain nombre de compromis de la part des chefferies traditionnelles qui existaient, qui exerçaient le pouvoir. Donc, on leur a concédé un certain pouvoir esclavagiste. Par conséquent, ils ont fermé les yeux sur les lois sur l'abolition que l'administration coloniale n'a pas complètement implémentées. Le pouvoir post-colonial non plus n'a pas fait différemment. D'ailleurs, on peut voir aujourd'hui, lors des grandes manifestations, par exemple du chef de l'État, des dignitaires du Nord Cameroun qui assistent publiquement à des cérémonies entourés d'une cour d'individus que je ne veux pas qualifier d'esclaves, mais qui jouent à peu près ce rôle. Donc, il y a comme une complicité coupable des autorités politiques qui laisse perpétuer un certain nombre de pratiques. Et de mon point de vue, sur la base de ce genre d'attitude, il est difficile pour le pouvoir en place de laisser, de briser le silence sur le passé de l'esclavage. Ça, c'était le premier cas d'étude. Le deuxième, il porte essentiellement sur le site, sur le mémorial de Bango, qui montre un décalage entre le récit que l'entrepreneuriat mémoriel animé par les chefs traditionnels, le discours qu'ils tiennent autour du kidnapping. Ils parlent du kidnapping de la lignée royale par des marginaux du village. Ce discours contraste avec les éléments physiques que l'on peut lire en considérant le mémorial comme un document. Donc, les caractéristiques physiques du mémorial montrent des éléments que l'on peut rapprocher des serviteurs du roi. Donc, il y a totalement un décalage que j'ai également interprété comme une volonté politique. Parce que le pouvoir à l'Ouest Cameroun est un pouvoir centralisé, où le chef joue à peu près le rôle d'un demi-dieu, pour ne pas dire un dieu. Alors, comment est-ce que ce pouvoir peut-il s'auto-flageller en construisant un mémorial qui montre comment est-ce que sa lignée a été kidnappée par les marginaux du village? Donc, cette question m'a amené justement à réfléchir, à décrypter les éléments du mémorial et à les comparer au corpus de référence du professeur Noutue pour montrer effectivement que ce mémorial, plutôt que de présenter la lignée royale esclavagisée, montre plutôt des serviteurs de la chefferie. Donc, pour répondre finalement à votre question, ce que j'appelle la substitution à la mémoire coloniale ici, c'est cette volonté des pouvoirs publics camerounais, plutôt que de donner comme valeur patrimoniale au site de Bimbia la colonisation allemande, l'ont plutôt inscrit sur la liste du patrimoine, sur la liste du patrimoine culturel, en lui inculquant
la valeur patrimoniale attachée à l'esclavage. Sur ce, j'espère avoir répondu à votre question et je vous remercie. Il me reste à remercier tous les intervenantes, les intervenants et à vous donner la parole pour des questions, des réactions. Olivette Otele. Puis monsieur. Merci beaucoup à tous les panélistes. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'ai décidé de poser une question à deux personnes en même temps, Nicanor et Samson. Et cette question est en fait très égoïste parce que je travaille sur le monnayage, les j'arrive pas à le dire en français, commodification of the past, les commodifications du passé. Et ma question est quel rôle et impact ou quel impact pourrait avoir ce monnayage, cette commodification du passé sur les populations locales? Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, quel rôle ou impact cette commodification a-t-elle sur la construction d'une mémoire locale, voire nationale? Ça, c'est ma question. Et j'avais une remarque pour vous qui travaillez sur le Canada. Je ne sais pas si vous savez que il y a un projet canadien qui a duré 5 ans, qui était mené par l'Université d'Ottawa, mené par un Camerounais, Dr Boulou Deberry, qui est justement sur l'esclavage au Canada, zone francophone, anglophone, etc. Je faisais partie. Donc on aura une conversation après, mais c'est important ça. Regrouper les questions comme on proposait hier. Il y avait monsieur, une question. Et j'ai encore deux personnes au fond, à votre Dominique. Est-ce que vous pouvez lui donner le monsieur juste devant? Merci beaucoup. Ma première réaction, c'est, excusez-moi, par rapport à Bimbia. J'aimerais quand même que vous puissiez dire un mot sur la personne qui semble être la principale initiatrice de ce projet, qui dès le début, enfin, c'est une Louisianaise, je crois, de l'Université de Phoenix en Arizona. Voilà, Lisa Auprey, pouvez-vous dire un peu plus sur son activisme, ce qui le motive, et aussi le fait qu'elle s'est très engagée aussi dans la compétition des victimes, en faisant du Cameroun la principale source de captifs dans la traite atlantique. Vous avez parfaitement raison. Je suis complètement d'accord avec vous, en clair, par rapport à cette ligne fictive entre la Diction Mason Line, qui est en quelque sorte la frontière entre le nord libre et le sud esclavagiste, même s'ils ont, pour la plupart, à la fin des années, comment dirais-je, du XVIIIe siècle, aboli officiellement l'esclavage. Les gens du Nord ont continué à investir dans l'esclavage au Sud, des sociétés d'assurance, les bateaux à vapeur qui transportaient les captifs, les esclaves vers le Sud, c'était fait dans le Nord. Des prisons métalliques fabriquées dans le Nord et exportées vers le Sud. L'essentiel du sucre louisianais est remonté vers les raffineries du Nord, tout comme le coton de l'empire du Cotton Kingdom a aussi contribué à la révolution industrielle dans la région de Boston. Monsieur Ngom, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant des travaux d'Amadou Ba sur l'esclavage au Canada. Je crois que c'est une excellente référence. Il a plusieurs publications, même pour les enfants, par rapport, il fait un travail de mémoire extrêmement important sur ce sujet au Canada. Merci. Question au fond, Benedetta et son voisin. Et ensuite, Dominique. Merci à tout le monde. Ma question est pour le docteur Michael Kasombo Chibanda. Et
premièrement, vraiment, je vous félicite. J'étais heureuse d'entendre que vous faites ce travail. La source sur laquelle étudiée par le docteur Chibanda est une source d'énorme importance pour nous tous parce que ce missionnaire Kölle, Sigismund Kölle, en 1850 interviewe 179 personnes esclavisées qui racontent leur histoire. Et dans l'histoire, dans nos travaux historiques, on n'a presque pas ce voix d'Africaines qui proviennent de l'intérieur de l'Afrique, qui sont mises en esclavage, qui reviennent, sont libérées et qui sont interviewées sur leur expérience de l'esclavage. Et donc, il est vraiment important, il me semble, qu'on étudie leur voix et que des linguistes comme le docteur comme le docteur Michael Kasombo Chibanda vient de le faire, étudient en grand détail quelle terminologie, eux, ils emploient pour décrire leur mise en esclavage. Quelle terminologie, eux, ils emploient pour décrire les relations d'asservissement qui les ont amenés à partir du premier instant de leur mise en esclavage au moment où ils sont libérés en Sierra Leone, et souvent ils habitent en Sierra Leone pendant 10 ans avant d'être interviewés, et donc ils rencontrent d'autres Africaines qui proviennent d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest et qui parlent avec eux d'esclavage. Donc, quel terme emploient eux? Je pense que si un historien au moins veut faire une justice épistémologique à ces acteurs, à ces sujets de leur histoire, c'est de ne pas mettre dans leur bouche les termes qui nous font plaisir à nous, mais c'est de comprendre eux quels termes ils emploient pour décrire l'expérience qu'ils ont vécue, les relations dans lesquelles ils ont été intégrés, parfois avec la force et la violence, et parfois non pas, parce que parmi ces informateurs, il y a un tiers à peu près a été capturé dans des guerres, surtout les guerres du califat de Sokoto, un tiers a été kidnappé, mais il y en a d'autres qui, dans des processus c'est de l'esclavage pénal, c'est pour des dettes, donc ils sont vendus comme système pénal locaux. Alors ma question, vraiment, dites-nous un peu plus si vous, en tant que linguiste, sur votre interprétation de l'expérience de cette personne. Si je me rappelle bien, la majeure partie des interviewés de Kölle c'est des Hausa, c'est des Kanuri, c'est des Nupe, c'est des Babineke, et les Lunda, Luba sont peut-être 2 ou 3, c'est vraiment très peu. Mais est-ce qu'on peut utiliser cette source pour comprendre le point de vue de quelqu'un qui est une victime de l'esclavage? C'est-à-dire, c'est vraiment une histoire sociale, si vous voulez. Une histoire pas des élites, pas de ceux qui soumettent à l'esclavage, pas des rois, pas des esclavagistes, mais de quelqu'un qui a vécu cet esclavage. Donc, quelles sont ses perceptions de son asservissement? Comment, lui, il décrit dans le choix de mots qu'il utilise? Est-ce qu'en tant que linguiste, vous arrivez à nous donner quelque chose sur sa perception de ce qu'il a vécu, son expérience? Et est-ce qu'il est possible, vous dites que envoie ces notes à des missionnaires locaux. Est-ce que vous avez des réponses, par exemple, par ces missionnaires qui interviewent d'autres personnes qui parlent de langue locale et qui donnent un complément d'information sur la langue de l'esclavage à la moitié du 19e siècle en réponse aux questions? Parce que le corps de Kölle est bien connu. Mais si vous avez accès à des sources qui peuvent donner un complément, des sources qui répondent à Kölle, parfois missionnaires, parfois d'autres, peut-être des informateurs qui sont interviewés pour mieux comprendre la langue Lunda, Luba et comment ce monde comprend le phénomène de l'esclavage, de l'émancipation, de la libération qu'on est en train de voir dans ce témoignage très, très important. Donc, merci pour ce travail que vous faites et dites-nous tout ce que vous pouvez sur votre analyse. Merci. Alors?
propose, alors, 2 dernières questions pour une première salve, parce que sinon, mais je ne vous oublie pas après, ce sera la deuxième salve. Donc monsieur et ensuite Dominique, et je propose qu'ensuite les intervenants répondent à cette première salve de questions, sinon on va se perdre. Ok, merci pour vos interventions. Alors, je crois bien que tout le monde ici a dénoncé cette absence, voire l'étouffement de l'histoire de l'esclavage dans l'historiographie de la plupart des aires géographiques. Mais je crois qu'on ne met même pas un accent sur la période. Quand on parle d'un état de lieu des études sur l'esclavage, il est important de mettre un accent sur la période que recouvrent en fait nos travaux. Et je crois que c'est Anne Clore qui a parlé du 19e siècle. Et là, je crois qu'on est en plein pied dans les révolutions atlantiques. Donc, l'abolition de l'esclavage et en même temps la construction des États-nations et l'invisibilisation. Alors, qui sont les responsables de cet étouffement de l'histoire de l'esclavage? Et pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on se pose cette question et pour essayer de comprendre le monde autrement, parce que moi je me dis qu'il y a bien un lien entre abolition de l'histoire entre abolition de l'esclavage et étouffement de l'histoire de l'esclavage. Moi je pose cette question parce qu'il y a des travaux des chercheurs tels qu'Achille Mbembe qui nous disent que bientôt tout le monde sera noir. Et Ruben Dario dit la même chose que, je parle bien de noir ici, parle de la conception biologique, bien sûr la conception sociale, historique, comme elle a été construite. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de repenser en fait tout ce qui a été présenté hier comme lutte de résistance, mais plutôt en déplaçant notre focale d'analyse à partir d'une histoire plutôt des idées politiques? Est-ce qu'il ne faut pas mettre en lumière la pensée politique de ces résistants? Donc, c'est autant de questions que je me pose. Et je crois, madame à côté, la prof à côté ici parlait je sais plus trop, je crois des sources, essayer de questionner le phénomène de l'esclavage par les mots des victimes elles-mêmes. En fait, cette démarche, moi je l'ai proposée dans mes travaux même, mais ça a été rejeté en fait. Ça a été rejeté, c'est très combattu par les historiens. Parce que nous qui venons des départements de langue, on a cette formation de linguiste. On fait de la littérature, donc nous on veut profiter de cette formation pour essayer de comprendre les phénomènes historiques à partir des œuvres des responsables eux-mêmes. Parce que dans le cas de la Colombie, par exemple, il y avait des historiens, je vais dire des romanciers descendants des esclaves africains. Donc eux, ils ont leur conception de l'idée de l'esclavage. Moi, je n'ai pas voulu me poser des questions. J'ai voulu plutôt aller comprendre les questions que ces gens-là se posaient en ce moment-là. Mais j'ai été combattu par certaines personnes qui n'ont pas apprécié cette démarche, en fait. Bon, pas forcément au sein de mon laboratoire. Je fais pas référence aux gens qui travaillent avec moi, mais plutôt ailleurs, en fait. Donc, c'est un peu ça. Merci. Oui, juste, en fait, ma question prolonge celle qu'Olivette a posée. D'abord, merci beaucoup pour vos communications toutes très intéressantes. Et donc, je voulais revenir sur le Cameroun, mais peut-être que ça va permettre aussi d'ouvrir sur la question de patrimoine en lien avec l'esclavage en Afrique et hors de l'Afrique, enfin de façon aussi comparée dans la salle. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup insisté sur la patrimonialisation, effectivement, dans cette perspective de commodification et de tourisme, en fait, mémoriel, de développement, donc voilà, avec un usage bien déterminé. Mais je voulais que peut-être vous reveniez aussi sur la question, justement, de la notion de patrimoine, puisque vous parliez d'africanisation, de décolonisation, de camerounisation. De comment, en fait, voilà, quels éléments, en fait, vous pouvez avoir pour définir, en fait, justement, ce que peuvent être d'autres discours donc sur le patrimoine pour et par, en fait, voilà, les différentes strates de la société. On a parlé des élites par rapport à une masse, finalement, du peuple, mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette notion de patrimoine et de patrimonialisation, disons, un peu
déconnecter d'abord, avant de la reconnecter avec son usage économique dans cette dimension évidemment de tourisme mémoriel. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres fils de lecture possibles aussi sur cette patrimonialisation des lieux, mais aussi d'autres éléments de patrimoine en lien avec l'esclavage au Cameroun, voilà, par et pour les Camerounais. Cette première salve de questions, elle est en lien? Une toute petite question. Hein. Merci à tous les panélistes de la séquence 5. Je voudrais poser une petite question à Jennifer, je crois, qui a parlé des fouilles archéologiques au niveau des cimetières. Je voudrais demander quelle est la destination finale des résultats de ces fouilles. Est-ce qu'ils ont été intégrés au musée ou bien à un centre d'interprétation patrimoniale? Merci. Une question à Samson par rapport à l'esclavage en post-colonie. Comment cela s'exprime-t-il concrètement? C'est-à-dire, je voudrais comprendre, après l'indépendance du Cameroun, dans cette région, comment l'esclavage s'exprime au sein de la société. Je voudrais bien comprendre ce phénomène-là. Merci. Merci beaucoup. Il y avait plusieurs questions. On va commencer par celle d'Olivette sur Bimbia. Peut-être on peut commencer par ces questions-là. D'accord. Non, vous n'allez pas vous faire des politesses. Donc, Samson. Ok, merci. Je vais essayer autant que faire se peut de donner les réponses qui me semblent les plus convenables, en commençant par Olivette. L'impact de la commodification ou du monnayage sur la population locale, pour moi, est diffus. Parce que déjà, de mon point de vue, la population locale ici, je la situe essentiellement au niveau de la réception de ces initiatives patrimoniales, de ceux qui visitent par exemple le site de Bimbia. Et là, vous avez plusieurs catégories. Vous avez par exemple une élite intellectuelle qui vient de l'université juste à côté, puisque c'est un centre de recherche. Vous avez les populations elles-mêmes qui sont tout autour. Donc, si vous prenez seulement les deux catégories, vous pouvez définir trois types d'impact. Au niveau de l'élite intellectuelle anglophone, je précise, vous avez une adhésion totale au discours incohérent, excusez le terme, au discours incohérent qui se développe sur le site. Donc, un discours fondé sur la victimisation, la violence coloniale. Et Marina, qui est là dans la salle, qui est anglophone et qui vient de la même ville, nous discutons des questions tous les jours avec elle. Et même elle est convaincue de l'existence d'une violence coloniale sur le site de Bimbia qui n'est pas fondée sur les évidences matérielles, mais éventuellement sur un background de l'histoire de la traite qui se déploie sur le site. Alors que quand vous comparez ce discours aux évidences matérielles, vous n'avez aucun élément qui montre qu'il y a la traite sur le site. Pourtant, tout à côté, vous avez des gens qui croient en ce discours. Ça, c'est l'intellectuel anglophone. Quand vous sortez du site, vous arrivez au village. Là encore, vous avez deux conceptions. Vous avez juste à côté des individus qui vous disent que ce qui se passe sur le site, c'est l'instrumentalisation. Ils ne croient pas. Ils pensent que ce n'est pas le site de l'esclavage à Bimbia. Pendant qu'à côté, il y en a qui acceptent. Il y en a, et je vais faire le lien avec Lisa Aubrey, il y en a qui ne veulent même pas en entendre parler sur le site. Oui, quand vous leur parlez de Lisa Aubrey, ça leur pose un problème parce qu'elle aurait fait des promesses aux individus. On trouve. Et pour dire vrai, elle n'a pas complètement tort parce que la gestion du site ne relève pas des individus. Il y a une loi qui protège, une loi sur le patrimoine qui protège le site,
Et elle essaie simplement de le respecter, de dire aux gens, je ne suis pas là, ce n'est pas moi qui gère le site, mettez-vous en lien avec les populations. Ce que les populations comprennent mal. Par conséquent, le regard qu'on a sur elle n'est pas le bon. Donc vous avez, et en dehors, la dernière catégorie, c'est ceux-là qui croient effectivement qu'il y a eu la traite sur le site. Maintenant, sur le plan économique, si on peut parler d'un impact, pour ce que j'ai observé, il n'y en a pas. Pour accéder à Bimbia, vous mettez pratiquement 1 heure de temps à partir du goudron. Donc, il y a même la piste carrossable n'est même pas, ne permet même pas de circuler. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un impact véritablement, parce que même les activités économiques, elles ne sont pas organisées autour du site. Donc, la mise en valeur du site se limite simplement aux visites. Et les visites qui elles-mêmes se font au prix et à la couleur de la peau du visiteur, menées par des entrepreneurs, des garçons qui travaillent à la mairie. Donc, il n'y a vraiment pas une structuration de la valorisation du site qui peut, par exemple, permettre d'évaluer sur le plan économique ce que le site rapporte. Donc, j'espère avoir un tout petit peu répondu à votre préoccupation. Maintenant, pour aller sur l'impact sur la mémoire nationale, mais j'ai plutôt envie de me demander, existe-t-il une mémoire nationale à partir du moment où il n'y a même pas un récit? Il n'y a pas un récit, il n'y a pas un consensus sur le récit qui gouverne la mise en patrimoine du site. Vous pouvez avoir autant de récits sur le site que vous avez des guides. C'est-à-dire que vous croisez 10 guides, ils vous donnent à peu près 9 versions de l'histoire sur le site. Donc il n'y a même pas un consensus à ce niveau. Est-ce qu'à partir de là, on peut évaluer une mémoire nationale? Je ne sais pas. Le ministère de la Culture, dont mon ami Amadou Seou est le partenaire, en est encore à essayer de construire un discours, en est même encore à s'interroger sur la pertinence des recherches sur le site. Donc, de mon point de vue, il sera difficile d'avoir une mémoire nationale, donc de parler d'un impact d'une éventuelle mémoire nationale à partir du site de Bimbia. Donc, parlant de Lisa Aubray, j'avoue que je suis très mal placé pour dire un mot sur Lisa Aubray, mais je voudrais quand même, parce que j'ai tenté de la rencontrer plusieurs fois, nous n'avons pas pu discuter effectivement la question. Je pense que ça m'aurait permis de me faire une idée de la personne. Mais j'ai lu ses travaux. Elle a publié un livre en 2018 dans lequel je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle dit, parce qu'elle se présente un peu comme la pionnière des recherches sur l'esclavage dans la région de Bimbia, ce qui est complètement faux, premièrement. Deuxièmement, elle s'appuie uniquement sur un inventaire des navires qui auraient transporté les esclavages de la côte du Cameroun, ou la côte de Bimbia vers les Amériques. Et quand je me suis amusé, par exemple, à regarder les noms des navires, et sur, je crois, les 11 navires qu'elle identifie, je n'ai vu Bimbia nulle part. C'est trivial ce que je dis, mais je n'ai vu aucun navire dénommé Bimbia. Donc, je me suis également... Par contre, il y a un navire qui s'appelle Nichols. Nichols, c'est une île en face de Bimbia qui est effectivement reconnue comme un transit pour les esclaves. Donc, à titre personnel, je m'interroge effectivement sur les travaux de Lisa Aubray et je m'interroge sur la médiatisation qu'elle fait du site de Bimbia parce que, justement, c'est Lisa Aubray, ce sont les études, j'ai envie de les appeler comme ça, de Lisa Aubray qui ont amené le ministère de la Culture à classer le site de Bimbia sur la liste du patrimoine, sur la base d'une valeur patrimoniale 0, en rapport avec l'esclavage. C'est pour ça que je vous ai dit que je me sentais un peu à l'inconfort de parler de Lisa Aubray. Bon. Oui, pour finir avec Bimbia, et là, je parle à Olivier. Ce que je voulais dire pour résumer, parlant de l'impact, c'est que vous avez deux perceptions qui s'opposent. Vous avez un discours dominant, d'une part, et vous avez la contestation, d'autre part. Donc c'est un peu le jeu au niveau de Bimbia. Bien. La troisième préoccupation portait sur la notion de patrimoine. Bien. En ce qui concerne la réflexion que j'ai faite sur la mise en patrimoine du passé de l'esclavage au Cameroun, je dois dire que j'ai une conception essentiellement occidentale de la notion de patrimoine,
qui se démarque probablement de celle de mon copanéliste. Moi, je m'inscris dans la perspective de Jean d'Avalon, qui fait une différence dans l'approche communicationnelle et symbolique du patrimoine tel que développé par Jean d'Avalon, qui définit le patrimoine, la patrimonialisation en distinguant clairement la mémoire du patrimoine. Alors, il utilise la transmission, le sens de la transmission. Pour lui, lorsque cette transmission est continue, du passé vers le présent, il parle de mémoire. À partir du moment où cette transmission s'opère à partir du présent, donc des populations actuelles, pour lui, c'est le patrimoine. Je m'inscris donc dans cette logique pour dire que à Bimbia, pendant que nous avons le patrimoine, le processus de mise en patrimoine qui se met en place, parce que ceux qui écrivent les discours, ceux qui les développent sont les gens du présent à partir de ce qu'ils observent. Je voudrais rappeler ici que, parlant de la traite, nous sommes en contexte post-mémoriel, où nous n'avons pas toujours sous la main, les témoignages que nous recevons ne sont pas ceux des témoins oculaires. Donc, les discours qui sont construits à partir du présent. Et moi, j'adhère complètement à cette approche. Et c'est elle qui m'a permis effectivement de lire l'oubli dont je parle dans ma réflexion. Ce qui se démarque par exemple du cas de Bangou, où là-bas j'observe un phénomène mémoriel. Vous avez un récit qui est développé par les autorités traditionnelles, qui se transmet, qui implique la lignée royale. Donc la lignée royale parle de son histoire. Et c'est cette histoire qu'elle essaie de déployer à travers le monument d'une génération à une autre. Donc, jusqu'à ce jour, moi je m'inscris dans cette logique du patrimoine qui s'oppose à celle d'un ami camerounais qui a fait ses études au Canada, Jean-Marie Datouan, qui en revanche définit pour qui l'attachement à l'objet ou au lieu est l'indicateur majeur du patrimoine. Et il s'inscrit effectivement dans la logique de l'immatérialité, parce qu'il estime que le patrimoine immatériel a plus de valeur que le patrimoine, fonde le patrimoine matériel. Par conséquent, les liens que les personnes établissent avec les lieux, les objets, les sites et autres constituent leur patrimoine. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport au patrimoine. Pour finir, avec l'esclavage en contexte post-colonial, je dois dire que dans cette zone, dans la zone de l'Ouest Cameroun, les premiers auteurs qui ont travaillé sur l'esclavage dans cette région, notamment Nicolas Gentil, Jean-Pierre Varnier, parlent du silence. Ils décrivent le phénomène de l'esclavage comme un phénomène silencieux ou alors un phénomène non discursif qui, selon moi, se déploie dans la mémoire culturelle à travers les danses, à travers les rites. Et Nicolas Argenty, d'ailleurs, étudie les masques, étudie la danse des masques pour mettre en évidence un certain nombre de scènes dont il établit les liens avec les scènes d'esclavage. Donc, aujourd'hui, les observations que je fais de ce contexte aujourd'hui ne changent pas fondamentalement avec ce qui a été fait par Argenty et les autres. En ce sens que, lorsque vous discutez avec les populations dans ces régions, elles vous disent que l'esclavage n'a jamais existé. Elles vous disent que l'esclavage local n'a jamais existé. Donc, vous avez la théorie de la victimisation qui se déploie et qui semble anachronique parce qu'on établit rapidement des liens entre le colon, le blanc, et l'esclavage. Alors, quand vous examinez la chronologie et que vous vous rendez compte que les Allemands commencent à pénétrer le pays à partir de la seconde moitié du 19e siècle, alors, vous avez envie de demander, mais combien d'Allemands se sont retrouvés dans l'ouest du Cameroun en 1890 ou alors en 1900? Combien d'Allemands étaient là pour entretenir? Donc, aujourd'hui, le discours sur l'esclavage se résume, je dois le préciser, le discours fait par l'élite traditionnelle. L'élite traditionnelle se résume dans la victimisation, pendant que les populations tout autour en parlent peu, et pour celles qui en parlent, c'est un phénomène qui n'a jamais existé. Merci. Alors, on a une dizaine de minutes pour terminer. Donc, Nicanor d'abord, et puis ensuite Michael Kassombo.
Merci. D'abord, Nicanor. Oui, merci. Merci pour vos questions. Je suis mal à l'aise parce que je ne sais pas si je suis en capacité de répondre à vos questions. Je ne suis pas historien, je ne suis pas économiste. Je me demande par où je commence pour répondre à la question, mais je vais essayer. Donc, quel impact... Oui, bien sûr. Quel impact? Moi, ce que je dirais à propos de cette question, c'est que, et je verrai la chose un peu par le bas, les approches par le bas, que s'il est difficile de mesurer économiquement l'impact du discours et du site sur la vie des populations, il est plus facile d'apprécier une chose, c'est que Bimbia, que le site soit légitime ou pas, a eu le mérite de repolitiser la question de la mémoire. En travaillant, en observant le site, en observant les populations qui vivent autour du site, en discutant avec les médiateurs informels, illégitimes qui sont sur le site, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a une politisation du lieu, il y a une politisation, en tout cas d'une partie de la population locale. Et c'est plus intéressant, pourquoi? Parce que le Cameroun est un pays quasiment sans mémoire. Le Cameroun est un pays curieux qui n'a quasiment pas de mémoire, ou en tout cas où la mémoire a toujours évolué de façon périphérique, de façon marginale. La mémoire a toujours emprunté les chemins de traverse, les chemins de contournement, puisque l'État, du fait de la colonisation et son rapport vrai ou non avec la domination coloniale, a refusé d'écrire l'histoire de la colonisation ou de la décolonisation. Le Cameroun est l'un des rares pays où la fête de l'indépendance ne se déroule pas le jour où il y a eu l'indépendance. Pour des raisons qui peuvent être liées au fait que le Cameroun est à la fois anglophone et francophone, et bien d'autres raisons. Mais c'est une curiosité. Au Cameroun, l'histoire, par exemple l'Algérie, a récupéré l'histoire de la décolonisation et de la lutte de décolonisation pour en faire un récit national. Le Cameroun, du point de vue de la décolonisation, est dans la même dynamique, en tout cas a été dans la même dynamique que l'Algérie. Mais curieusement au Cameroun, l'État a refusé de se saisir de la question mémorielle en rapport avec la décolonisation et a choisi de raconter notre histoire. Si on peut considérer cela comme une histoire, de façon, c'est ce que j'appelle l'écriture de l'histoire par la gomme. Écrire l'histoire sans l'écrire. Et du coup, l'histoire n'ayant pas de trajectoire, de chemin officiel, a choisi les chemins de traverse. C'est ce que Achille Mbembe appelle raconter l'histoire à travers les contes de famille dans les villages. L'histoire passe par le village pour arriver en ville. Alors que c'est la ville qui doit définir une politique mémorielle et, à partir d'une approche diffusionniste, une approche communicationnelle, répand l'histoire dans le corps social. Au Cameroun, l'histoire mémorielle part du bas vers le haut et le haut refuse d'accepter l'histoire qui vient du bas. L'histoire dont se balade au village, dans les plantations, dans les forêts, reste dans les familles, autour des foyers, etc., sans jamais sortir de sa position marginale. C'est ce que j'appelle la marge de l'histoire, qui raconte finalement le centre. Qu'est-ce que la périphérie nous dit du centre? Qu'est-ce que la périphérie, la marge c'est mieux, qu'est-ce que la marge, la marginalité, nous raconte du comportement du centre? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Deuxième chose, et rapidement, et c'est en cela que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre collègue, en citant Davalon. J'ai eu Davalon en cours en Master 2. Et Davalon, c'est toute l'approche que choisit Davalon, c'est tout ce que contestent les théoriciens postcoloniaux ou décoloniaux. C'est-à-dire que Davalon s'est saisi de la question mémorielle à partir des musées, et le musée occidental. Qu'est-ce que le musée occidental peut nous apporter dans la compréhension de la question de la patrimonialisation et de la mémoire en Afrique? Moi, j'ai des doutes. C'est ce que vous avez... Il appelle cela la filiation inversée, l'histoire qui part du présent vers le passé. Moi, je considère, et c'est ce que pensent un certain nombre d'auteurs, comme Felwine Sarr, Bénédicte Savoie, etc., en Afrique, il faut saisir la question patrimoniale par le bas, et non par les institutions comme le musée, qui est le résultat d'une politique conçue par le haut. Saisir l'histoire et la mémoire par le bas, c'est contester les politiques mémorielles qui peuvent venir du haut. Et en Afrique, le patrimoine est vécu au quotidien. Histoire, présent, futur. Moi, je ne sais pas si c'est important. Les gens vivent le patrimoine au quotidien. Ce sont les objets de rite, ce sont les objets rituels. Une chaise, objet patrimonial au Quai Branly,
C'est un objet qu'on visite. Il y a notre collègue hier qui parlait des rituels assis debout. Mais c'est ça le patrimoine en Afrique. Dans quelle mesure Jean Davalon et son approche peut nous éclairer dans la compréhension du patrimoine en Afrique? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense qu'il faut repenser tout cela. Il faut décoloniser la patrimonialisation. Il faut désoccidentaliser le regard sur le patrimoine et la question mémorielle en Afrique. Je crois que j'ai répondu au passage à votre question. Je crois que le temps passe, je vais laisser le... Michael Kassongo, si vous voulez bien répondre aux remarques, aux questions de Benedetta Rossi. Merci. Merci madame pour la question et surtout de m'encourager pour continuer la recherche. Et si vous avez suivi, la première chose, c'est de rendre hommage à Kole pour ces données qu'il a collectées sur plus de 100 langues africaines. Une langue Lunda, une langue Luba, qui sont entrées, donc deux langues bantoues qui sont entrées dans le corpus. Je crois que c'est très louable. Mais votre question est vraiment difficile à répondre, il faut le dire. C'est une question très, très, très difficile. La meilleure façon de faire le récit des vies des esclaves aurait été qu'eux-mêmes aient raconté leur propre vie. Dès lors qu'est intervenue une traduction, une interprétation, traduire c'est quelque part trahir. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez victimiser Cole, que vous devez vous victimiser vous-même pour dire que vous avez rapporté cette histoire de l'une ou de l'autre façon sans tenir peut-être compte du point de vue ou de l'appréciation des esclaves eux-mêmes. Kongal, alias McCoy, aurait été de notre époque qu'il aurait lui-même exprimé, relaté sa vie, comment il a vécu la relation en tant qu'esclave. Malheureusement, à cette époque, il était difficile pour Kole de traduire ou d'écrire et transcrire les langues africaines, les langues bantoues particulièrement. Voilà. L'orthographe, que je peux appeler scientifique, ne vient d'intervenir qu'à partir de 1915 jusqu'à 1960 à peu près, du Lunda du moins, pour des raisons d'alphabétisation, d'enseignement, etc. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas moyen d'écrire la langue Lunda comme nous l'écrivons aujourd'hui. C'est comme ça que Kole a recouru aux moyens qui étaient disponibles pour lui. Il l'a fait et c'est très louable. C'est à nous, justement, comme vous le dites, de décrypter pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Et donc, McCoy ayant été analphabète, entre guillemets, il ne savait pas écrire, il aurait pu mieux le dire lui-même. Mais néanmoins, à travers ce que Kole raconte, on peut sentir le sentiment dans le sens des relations, non pas entre l'esclave et l'homme occidental, mais entre les Noirs eux-mêmes. Quelque part, Kole rapporte qu'il parle de ceux qui l'ont capturé comme étant des Kossa. Mais imaginez, les Kossa, c'est en Afrique du Sud et peut-être au sud du Zimbabwe. Mais quand vous prenez cette distance jusque chez les Lunda, c'est très compliqué pour comprendre comment ils les traitent de Kossa. Autrement, ça veut dire qu'il y a eu des mouvements de la population en Afrique traditionnelle. Et des sujets Kossa se sont retrouvés en milieu Lunda. Ils y ont évolué, ils ont été naturalisés Lunda. Ils sont allés jusqu'en Angola et ils sont revenus. Et voilà ceux qui étaient à la base de la capture de Nkongal. Et ils voudraient donc accuser pour dire, voilà, nous sommes africains tous, nous sommes Lunda tous, mais quand même ces Lunda-là, ils sont d'origine Kossa. Ils auraient été d'origine Lunda qu'ils l'auraient épargné peut-être. Et donc, il y a toute une histoire, n'est-ce pas, des relations entre les ethnies, entre les tribus, etc., qui transparaît dans le discours. Malheureusement, je n'ai pas eu le livre de Kole. Ce serait mieux que je trouve cet ouvrage.
et le lire entièrement que de partir d'un extrait pour mieux comprendre l'histoire de ces esclaves dont il parle. Mais sinon, je crois que quelque part, il dénonce quand même des relations entre Noirs eux-mêmes. Ce sont nos propres frères qui nous ont vendus, voyez-vous. Donc, on peut le sentir entre les lignes. On peut le sentir. Mais sinon, ne vous victimisez pas. Kohler a fait son travail. C'est à nous d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire de l'histoire de ces esclaves-là. Mais les esclaves auraient dû eux-mêmes l'exprimer mieux que de passer par d'autres personnes. Mais malheureusement, le contexte était celui-là. On ne pouvait que passer par la traduction, l'interprétation. Merci, madame, pour l'intérêt que vous avez accordé à ma communication. Merci. Alors, Anne-Claire, il reste 2 minutes. 2 minutes. 2 questions, 2 minutes. Ça sonne et ensuite. Ok, 1 minute 30. Très rapidement, mais de toute façon, on pourra prolonger de toute façon ces échanges pendant les pauses. Donc, les corps qui ont été déterrés, je vous ai parlé de 419 squelettes qui ont été déterrés au moment de la construction. En fait, c'était le projet de la construction d'un immeuble fédéral. Donc, 419 squelettes ont été déterrés sur les 15 000. Ils ont été envoyés à l'université de Howard, analysés par des archéologues, et ils ont été bien sûr renvoyés à New York. La communauté afro-américaine s'est largement mobilisée effectivement pour que l'aspect sacré de ces corps et qu'un hommage soit rendu. Donc il y a eu une semaine de commémoration, de festivités qui ont accompagné le retour des ossements, je parle de corps, mais d'ossements à New York, et ils ont été réenterrés. Il y a eu un processus funéraire pour vraiment accompagner et rendre hommage. Et aujourd'hui, vous avez toujours un espace au monument. Si vous allez sur le site internet, on voit des petits monticules là où sont enterrés 60 coffins, 60 cercueils regroupant ces ossements. Donc l'hommage a été rendu. Voilà. Je pourrais vous en dire plus si vous le souhaitez. Et effectivement, sur le 19e siècle, on en parlait hier soir au dîner, c'est l'explosion des États-nations. Donc forcément, on a ces discours qui accompagnent la naissance de ces États-nations. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la mémoire, on fait toujours la distinction entre mémoire et histoire. Et ici, pour moi, c'est cette mémoire publique qui se fait histoire. C'est-à-dire que les États manipulent la mémoire et la fait passer comme officielle. Donc en fait, on a vécu, et je pense qu'on est tous les héritiers de ce 19e siècle, qu'on est en train de déconstruire là, en ce moment. Donc voilà, c'est l'explosion des États-nations et chaque État a voulu construire un discours pour accompagner l'émergence de la nation. Juste moi, mais vraiment en 10 secondes pour répondre à cette remarque du patrimoine vivant, en fait, vécu au quotidien. J'ai parlé tout à l'heure de Banjun Station créé par Barthélemy Togo, qui ouvre justement l'espace aux veillées funéraires, aux célébrations des naissances, donc à des activités en fait sociales où les sociétés, en fait, les personnes sont invitées à vivre quelque chose d'une expérience du quotidien et pas uniquement de venir observer des œuvres d'art en fait. Non, c'est bon, merci. Non, merci. C'est parfait. Donc, nous remercions encore tous nos intervenants de ce début de matinée bien entamé. Et je crois que nous pouvons aller prendre un café. Oui. Merci à vous.